Et nous attaquons cette dernière ligne droite du Paris-Saclay Summit. Et l'on commence tout de suite avec cette nouvelle table ronde qui concerne le nucléaire. Et cette question, comment former les jeunes pour construire l'avenir de la France dans ce domaine? Merci d'accueillir nos deux invités, Luc Rémond, PDG du groupe EDF, et Laurence Piketty, administratrice générale adjointe au CEA. Je vous laisse tous les deux entre les mains expertes d'Étienne Gernel. Étienne, juste avant de vous laisser la parole, je précise aux spectateurs qu'à l'issue de cet échange, vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités. Étienne, c'est à vous. Merci beaucoup, c'est parti. D'abord, je voudrais commencer. D'abord, merci à vous deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Et puis, je voudrais vous remercier tout particulièrement parce que j'ai mon scooter électrique qui est garé dehors et qui est en charge en ce moment. Et j'ai eu une forme de confiance. Bernard Salat est là dans EDF en me disant il va y avoir une prise chez EDF. Et curieusement, ça s'est produit. Donc, mon scooter nucléaire, donc, parce que je ne sais pas si vous avez des souvenirs pour les plus vieux d'entre vous, c'est-à-dire au-dessus de 30 ans. Oui, de rien. Cette pub pour EDF à une époque avec la perceuse nucléaire. Ben, moi, je considère que j'ai un scooter nucléaire. Et on va parler de ça justement. Parce que l'une des premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on prend la mesure du besoin qui va être devant nous? Si tout le monde se met à avoir des véhicules électriques, et ça va arriver d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, mais ça va finir par arriver, et si tout le monde se met à se comporter comme moi, c'est-à-dire à utiliser de manière frénétique l'intelligence artificielle générative, qui est une sorte de passion destructrice en ce qui me concerne parce que je passe un temps fou là-dessus et ça prend une part considérable de la puissance de calcul et la puissance de calcul c'est l'électricité. Concrètement, Laurence Piketty, Luc Rémond, est-ce qu'on a pris la mesure de ce qui nous attend en matière de besoin en électricité ou pas? Qui veut commencer? Vous battez pas. Laurence a l'air de vouloir que je commence, donc je commence volontiers. D'abord pour dire que je suis ravi d'être parmi vous ici au campus Marcel Boiteux, qui porte le nom de quelqu'un qui a inspiré l'électricité pendant tout le siècle dernier. Et, une légende de l'industrie. Hein. Voilà, ouais. Qui est une légende de la maison EDF et qui a permis, avec toute une génération, de construire le système électrique dont nous bénéficions aujourd'hui et qui donc porte aussi l'image du défi, des enjeux que nous devons prendre pour la génération d'après, qui sont ceux que vous venez de résumer. Donc merci à tous d'être ici et d'avoir choisi cet endroit pour avoir cette discussion qui est très importante, je pense, pour structurer notre avenir. Alors, oui, nous avons besoin de plus d'électricité. C'est une formidable nouvelle parce que je crois que notre enjeu à tous, c'est effectivement de relever le défi du changement climatique. Et pour le faire correctement, il nous faut finalement convertir les 2/3 de notre énergie qui sont encore issus du carbone fossile aujourd'hui, même dans un pays comme la France qui est fortement électrifié, même dans un pays comme la France qui est fortement électrifié de façon décarbonée, il nous reste encore 2/3 de l'énergie que nous consommons tous les jours qui est issue d'une molécule de carbone fossile. Et notre enjeu collectif, c'est bien à l'échelle de la planète, mais ça commence chez soi, d'aller chercher cette conversion vers des modes décarbonés. L'électricité n'est pas le seul, mais c'est quand même le plus adapté à la décarbonation. Donc oui, les besoins d'électricité vont augmenter, j'allais dire à nouveau, parce que depuis une vingtaine d'années, ils n'augmentent pas. Ils ont plutôt tendance à baisser. Et on a terminé l'année 2023 à un niveau de consommation électrique historiquement bas, en réalité. Alors, c'est une conjonction de plein de phénomènes, mais aussi la conjonction d'un phénomène qui est tiré aussi par l'efficacité énergétique. On arrive enfin à être un peu plus efficace dans l'énergie que l'on consomme. Formidable nouvelle, parce que la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Et quand on va chercher 10%, 20%, 30% d'efficacité énergétique, c'est la première façon de libérer de l'énergie pour des nouveaux usages électriques. Donc la première bonne nouvelle, c'est que vous aviez non seulement une prise, mais vous aviez, ou une borne comme on dit plutôt, et vous aviez également de l'électricité dedans, parce qu'il y avait de l'électricité disponible. Et donc il y en a en disponibilité aujourd'hui et pour les années qui viennent, notamment depuis qu'on remonte la production nucléaire. Je commence juste par ça, pour dire qu'il n'y a pas d'angoisse. Nous avons de l'électricité disponible pour répondre dans les années qui viennent aux besoins croissants d'électricité. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, quel est le temps qu'il faut pour créer de la capacité de production supplémentaire pour répondre aux besoins de cet horizon de temps-là. C'est là-dessus que nous devons travailler. C'est 15-20 ans entre le moment où on appuie, on décide d'y aller et le moment où ça sort?
C'est moins que ça, c'est 10 à 15 ans. Ouais. Mais voilà, chacun des moyens de production a ses propres temps de construction. Il se trouve que le nucléaire n'est pas le plus rapide. Ça ne vous aura pas échappé. Mais il est aussi le plus durable. Parce qu'une fois que vous avez construit une centrale, elle peut durer 60, 80 années de production. Et donc, ça vaut la peine de bien la construire pour pouvoir ensuite la faire fonctionner avec une énergie qui est à la fois décarbonée et commandable, ce que ne sont pas la plupart des autres sources de production d'électricité décarbonée. Et donc c'est bien la nécessité de produire ces nouveaux objets qui nous emmèneront jusqu'à la fin du siècle qui est notre sujet de focalisation aujourd'hui. Alors, Laurence Piketty, vous, au CEA, le A de CEA, c'est quand même atomique. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que le nucléaire, pendant très longtemps, a été, je dis pas mal vu, mais disons que dans le débat politique, dans le débat public, dans le débat philosophique, il n'y avait pas le dessus. Et puis ça s'est inversé de manière assez nette. Alors ça s'est matérialisé notamment par le discours du président de la République à Belfort. Hein, c'était en 2022, mais ça avait commencé avant. Comment est-ce que vous, alors ça y est, c'est reparti, mais comment est-ce que vous envisagez le rôle du nucléaire dans les années à venir? Comment est-ce que vous dites on va arriver où? Combien il faut y aller? Il faut accélérer? Est-ce qu'il faut concevoir de nouvelles technologies? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la demande sur le nucléaire? Ou de l'offre d'ailleurs, parce que vous êtes plutôt dans une politique de l'offre. Alors, merci pour cette question. Donc, je suis ravie également d'être ici aujourd'hui, surtout pour parler à la fois de la dynamique qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine du nucléaire, qui n'était pas, comme vous l'avez dit, ce qu'on a connu dans les années antérieures, et puis aussi pour parler de la formation et puis attirer des jeunes dans nos métiers. Donc, en fait, comme je le disais, on est dans une vraie dynamique positive, avec une visibilité sur le long terme, donc avec la construction de nouveaux réacteurs de puissance, un programme bien établi. Assez récemment, il y a régulièrement des réunions au niveau gouvernemental qui parlent du sujet du nucléaire, donc avec la projection aussi d'usines du cycle, qui vont être rénovées, voire nouvellement construites. Et puis, tout le nucléaire innovant qui accompagne ces programmes nucléaires et ces décisions politiques. Notamment tout ce qui est petits réacteurs modulaires, que ce soit de génération 3 ou de génération 4, hein, puisqu'il y a... Le fameux SMR. Les SMR, oui, tout à fait. Et les AMR, qui sont des réacteurs modulaires avancés. Donc voilà, donc on a toute une panoplie aujourd'hui de réacteurs, et on voit aussi qu'il il va y avoir coexistence de schémas différents de ceux qu'on a connus précédemment, donc avec évidemment ce qui est nécessaire, des réacteurs de puissance, davantage, et donc plus performants, ou aussi performants que ceux qui existent aujourd'hui, des réacteurs existants qui vont voir leur durée de vie prolongée, que nous accompagnons depuis longtemps, parce que c'était important aussi de dire que nos technologies actuelles sont des technologies robustes, et donc elles peuvent vivre plus longtemps, si je puis dire. Et puis en même temps, réfléchir, alors ça c'est la distribution d'électricité centralisée, réfléchir à d'autres technologies qui seraient des distributions d'électricité décentralisées avec des petits réacteurs, mais aussi la production non seulement d'électricité, mais éventuellement de réseaux de chaleur, alimenter les réseaux de chaleur, faire de la désalination, produire de l'hydrogène décarboné. Et donc voilà, on voit que se dessine un paysage où le nucléaire a toute sa place, et plus que sa place, en tout cas plus que ce qu'il n'avait dans le passé. Et donc, on peut tous travailler justement dans ce sens avec l'ensemble de la filière, qui est une filière qui s'est vraiment constituée. On a un groupement, on a un groupement des industriels de l'industrie nucléaire. Et donc, je pense qu'on est vraiment sur une dynamique très positive, et surtout, je pense que le nucléaire est l'une des solutions majeures pour atteindre nos objectifs très ambitieux de décarbonation de net zéro d'ici 2050. Alors le nucléaire, c'est un sujet absolument fascinant pour qui s'intéresse un peu au débat public, parce que pendant des années, il y a des gens qui se sont opposés au nucléaire au nom de l'écologie, ce qui peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui quand on regarde le débat, mais pendant très longtemps, c'est des thèses qui ont été soutenues. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, soit ce revirement
du débat, ce tournant du débat, soit le fait que beaucoup de bêtises aient pu survivre aussi longtemps. Vous savez, c'est ce que disait Mark Twain, là, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Est-ce que vous vous dites que la vérité est fragile, que l'état du débat aujourd'hui peut se retourner? On est dans un événement qui tourne autour de la science et du choix de la science, un chose science et le sous-titre. Qu'est-ce que ça vous inspire de ce point de vue-là? Est-ce que vous vous dites c'est bon, on est soulagé? Est-ce que vous vous dites c'est quand même fou qu'on ait mis 20 ans à convaincre qu'on en avait besoin pour le climat? Ou est-ce que vous dites attention parce que le chamanisme électrique et climatique peut revenir? Merci pour la question. Elle est effectivement, c'est un débat de société. C'est un débat de société qui doit occuper les sociétés. Le nucléaire, c'est un choix de société, in fine. Il faut, pour pouvoir déployer du nucléaire dans un pays, il faut que le pays y adhère. Je pense que c'est illusoire de penser que ça puisse arriver sans l'adhésion du pays, sans un choix de nation. C'est ce qui a été fait en France, et je pense que le choix de nation, il a été constant en France, même s'il y a eu des périodes avec du débat, même en France. Et puis on a des pays voisins qui ont fait des choix différents. Des pays voisins qui ont adhéré au nucléaire et qui y sont toujours, puis des pays voisins qui l'ont rejeté parfois complètement. Simplement, je pense qu'il y a une évolution depuis quelques années, qui est qu'au moment où les débats sociétaux sur le nucléaire étaient les plus forts, le débat sur le changement climatique n'était pas très fort en réalité. Ah oui, c'est peut-être ça. Et voilà, il y a une vingtaine d'années, moi je suis les questions de changement climatique depuis à peu près 27 ans maintenant, depuis le protocole de Kyoto, où j'étais un jeune délégué de la délégation française. À l'époque, honnêtement, c'était un truc de spécialiste. Hein. Ça faisait les journalistes les plus avertis faisaient 2-3 articles, mais la préoccupation du changement climatique était vraiment au 3e, 4e rang. Et les préoccupations plus sociétales associées à le futur du nucléaire, par exemple, étaient beaucoup plus proches. Depuis lors, il s'est quand même passé un certain nombre de choses qui révèlent le changement climatique, à commencer par le fait qu'on l'observe. Les agriculteurs, les forestiers, les montagnards, tous ces gens-là, ils voient le changement climatique à l'œuvre. Donc c'est pas juste une histoire. C'est en train de se passer. Et donc on en voit les conséquences. Et c'est devenu un débat de société à juste titre parce que le phénomène est en train de s'accélérer et de prendre de l'ampleur. Et on peut le toucher, on le voit. Et donc, voilà, dans les sociétés, celles qui n'ont pas fait un choix bloqué sur une approche, probablement en partie d'ailleurs en ignorant un certain nombre de faits, ce que j'observe, c'est que notamment dans beaucoup de sociétés occidentales européennes, les gens font leurs calculs simples en disant oui, c'est sérieux, il faut qu'on s'en occupe pour nos petits-enfants et nos enfants, et dans la mesure où c'est sérieux, il faut qu'on s'en occupe, regardons ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir décarboner notre énergie. Bon, vous commencez par prendre du renouvelable, c'est très bien le renouvelable, on en fait le plus possible, ça marche quand les éléments le décident. Donc ensuite, vous pouvez faire un deuxième choix de société, c'est une fois qu'on a fait le maximum de renouvelables, est-ce qu'on veut de l'énergie quand les éléments le décident ou est-ce qu'on veut des modes de consommation qui permettent d'avoir de l'énergie quand on en a besoin? En général, la société dit on a besoin d'énergie, on veut pouvoir consommer de l'énergie quand on en a besoin. Bon, qu'est-ce qui permet d'avoir de l'énergie décarbonée quand on a besoin? Pour l'instant, à l'échelle industrielle, il n'y a que 2 sources qui permettent de faire ça. L'hydroélectricité, c'est la première électricité dans l'histoire, c'est toujours la meilleure, à date. C'est toujours la meilleure. C'est génial. Mais le potentiel n'est pas illimité. C'est beau les barrages en plus. Et donc, il en faut une deuxième qui est également disponible à l'échelle industrielle aujourd'hui, qui est le nucléaire. Et donc, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire, les gens font ce parcours qui est pas idéologique, qui est pragmatique. La plupart des États européens, c'est pour ça qu'on a 17 États européens qui disent aujourd'hui le nucléaire fait partie de la solution et que même à la conférence des partis à Dubaï, à la COP28, vous avez maintenant des États membres qui disent le nucléaire fait partie de la solution. C'est pragmatique, il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Voilà le raisonnement que font la plupart des gens. Et alors, vous, comment vous l'avez vécu, cette traversée du désert? Alors, juste pour compléter, il y a aussi la géopolitique qui nous aide quelque part. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, parce que les citoyens se sont aperçus que le fait d'avoir cette industrie nucléaire en France nous permettait d'être autonomes et souverains sur la partie distribution de l'électricité. Et je pense que c'est aussi un élément important pour les Français. Et donc,
voilà, le nucléaire a aussi cette vertu de nous rendre autonomes pour la distribution de notre électricité. Alors nous, en réalité, comme on est un organisme de recherche au CEA, on a continué à faire de la recherche dans le nucléaire. C'était quand même une grosse partie de nos activités. Donc on a continué à être en soutien aux industriels, que ce soit EDF ou Orano, pour améliorer encore la robustesse de l'ensemble de l'outil industriel. Donc, on a continué à travailler en collaboration avec nos partenaires, mais on a continué aussi à faire de la recherche sur des matériaux nouveaux, des combustibles nouveaux, des concepts de réacteurs nouveaux. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une dynamique beaucoup plus favorable et qui nous permet justement d'avoir des capacités aussi de recrutement. Donc, et ça, c'est important parce qu'il faut attirer des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans nos métiers. Et c'est vrai qu'on est plus attractif quand on a un avenir plus radieux. Oui, et quand il y a moins de culpabilisation. Parce que ça fait partie du jeu aussi, une forme de pression sociale qui était contre le nucléaire à l'époque. Oui, vous avez raison. Encore quelques années. Alors moi, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans le nucléaire, donc voilà, j'ai toujours défendu effectivement à la fois le fait que le nucléaire ne produisait pas de gaz à effet de serre et que c'était un élément important, parce que certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience du réchauffement climatique, mais le GIEC, dès les années 80, nous avait alerté quand même. Donc nous, on défendait le fait que l'énergie nucléaire n'était pas génératrice de gaz à effet de serre. On n'était pas entendu. Voilà, on n'était pas entendu à l'époque. Aujourd'hui, on l'est davantage parce que les effets du changement climatique sont visuels. Donc moi, j'ai toujours défendu en disant que oui, évidemment, comme toute industrie, le nucléaire présente des risques, mais ils sont extrêmement maîtrisés. On a une autorité de sûreté qui est très sévère en France, et c'est très bien. Je ne dis pas toujours ça en tant qu'exploitant, mais en tout cas, il s'avère que pour les citoyens, c'est très bien, parce que c'est une garantie qu'effectivement, notre filière est extrêmement bien contrôlée, et que ça nous oblige à être irréprochables sur les aspects sécurité et sûreté de nos installations. Donc j'ai toujours défendu ça, et je n'ai pas toujours été suivie, mais je trouve que maintenant, ce discours porte mieux. Alors maintenant, il y a quand même un énorme sujet, il y a une relance du nucléaire, pas seulement en France, mais dans d'autres pays en Europe et dans le monde, c'est très clair. Et puis la question, c'est avec qui ? Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la puissance de calcul, donc il faut l'électricité, donc il faut des bras, en fait. À la fin, il faut quand même des bras. Comment est-ce qu'on fait ? J'entends beaucoup dire depuis des années, ah oui, mais on a perdu 20 ans, et du coup on a perdu en savoir-faire, on a perdu en main-d'œuvre, il y a des gens qui sont partis à la retraite. Est-ce que la situation est critique ? Ou est-ce que c'est gérable ? Il faut recruter des gens, tout simplement. Alors d'abord, je voudrais dire formidable nouvelle. Formidable nouvelle. Oui, quand on se dit qu'il y a des choses à faire, c'est quand même une formidable nouvelle. Donc, avant de se faire peur, on va d'abord se dire, remontons-nous les manches et disons-nous qu'il y a des choses à faire pour préparer l'avenir dans une belle industrie avec des savoir-faire formidables, de l'ingénierie jusqu'à la mise en œuvre. Donc, c'est une formidable nouvelle. Ensuite, quand nos anciens ont commencé à bâtir le parc nucléaire français, en tout cas de la génération des réacteurs à eau pressurisée dont nous avons 56 réacteurs en état de fonctionnement aujourd'hui, honnêtement, je ne pense pas qu'ils avaient ni la filière, ni le savoir-faire, ni l'ingénierie, ni la capacité industrielle que nous avons aujourd'hui. C'était une technologie Westinghouse américaine. Donc c'est sans doute qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà, donc ils ont réussi, en se lançant dans cette aventure industrielle, à construire 58 réacteurs en 24 ans. Je pense que si nous fixons comme objectif très ambitieux d'en construire dans un premier temps 6 et probablement plus, si nous faisons les 6 bien en France, plus peut-être autant par exemple en Europe pour des clients européens. On arriverait à une petite vingtaine au total. Vous comptez le Royaume-Uni dans l'Europe ? Sur une période de 15 à 20 ans, je pense que c'est un objectif réaliste. Simplement, il nous faut gréer à nouveau notre industrie pour être capable de répondre à cet enjeu. On ne part pas de zéro. On a une industrie qui aujourd'hui répond à la demande. Simplement, la construction neuve dans cette industrie est baissée à un niveau d'étiage depuis une vingtaine d'années. Nos anciens, ils étaient à 5 réacteurs par an en France.
Là, on est à un réacteur par décennie en Europe. Donc, on va juste devoir remonter notre cadence industrielle, ce qui est vrai pour notre cadence industrielle de fabrication, donc dans les usines. Et notre cadence industrielle de fabrication dans les usines, elle est également soutenue par le grand carénage, parce que là aussi, on fabrique des objets. Donc, les usines... Le grand carénage, pour que tout le monde comprenne, c'est c'est la maintenance lourde. Voilà, c'est la maintenance lourde de nos 56 réacteurs. Et donc, les usines, elles sont déjà à un niveau de cadence qui n'est pas celui d'un étiage, qui n'est pas tout à fait le niveau de cadence qu'il faut pour soutenir la cadence industrielle qu'il faut pour atteindre la construction neuve à laquelle on est appelé. Maintenant, ce qu'il nous faut être capable de bâtir à l'échelle, c'est la capacité de construction. Parce qu'il faut amener tous les objets du gigantesque jeu de Lego que constitue un réacteur nucléaire sur place et les intégrer en toute qualité, en toute sûreté, et dans l'ordre, et rapidement. Voilà, c'est ça l'enjeu de la remontée à l'échelle industrielle de notre industrie dans les années qui viennent. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais il faut être focalisé pour y arriver. Donc c'est notre objectif. Laurence Piketty, comment vous voyez ça, vous, le recrutement, le changement d'image du nucléaire, ça vous aide? Ah oui, bien sûr. Et en plus, sachant ces nouvelles perspectives, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans le sillage des annonces du président de la République à Belfort. Donc il y a eu la création de l'université des métiers du nucléaire qui sert justement à consolider l'ensemble des formations existantes et en créer une nouvelle. Il y en a eu 60 formations nouvelles dans le domaine du nucléaire qui ont été créées depuis 1 an ou 2. Donc ça, c'est très important. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur la marque employeur, sur l'attractivité des métiers du nucléaire. Donc, dans ce cadre-là, on a nos métiers, c'est quand même de former à la recherche. Hein, donc, on attire les jeunes aussi par l'aspect formation, donc au niveau du doctorat ou du postdoctorat. Mais aussi, on a une école interne, donc un institut de formation qui est l'INSTN OCEA, qui forme des gens du CAP jusqu'au bac+6. Et je pense que ça, c'est très important de dire que tous les métiers sont importants, a fortiori pour EDF. Mais... Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme métier autre que ingénieur? Expliquez. Autre que, pardon? Ingénieur, parce qu'on pense tout de suite à l'ingénieur nucléaire. Je peux vous en donner une dizaine si vous voulez. Mais par exemple, ça m'intéresse de voir. Concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, en fait, nous, au CEA, on a surtout des techniciens supérieurs et des ingénieurs, des docteurs et des postdoctorants. On attire beaucoup d'alternants. Je pense que l'alternance, c'est aussi quelque chose de très important. Former nos plus jeunes à nos métiers en développant davantage l'alternance. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, le compagnonnage aussi. Donc là, il y a une action du GIFEN qui s'appelle Coach, comme son nom l'indique, qui va permettre ça. Après, nous, on a moins de diversité dans nos métiers que peut l'avoir EDF, donc je vais peut-être laisser Luc Rémond compléter. Je peux vous donner une dizaine de métiers, mais c'est à tout niveau. Encore une fois, ça va du bac pro jusqu'à l'ingénieur, jusqu'à la thèse de doctorat. Mais si je prends les métiers, au fond, ce qu'il nous faut, c'est tous les métiers techniques dans toutes les disciplines. Un réacteur nucléaire, c'est pas un métier, c'est 50 métiers en réalité, qui ensuite ont une coloration nucléaire. Et donc, on a de quoi travailler pendant des années dans ces 50 métiers. Je peux vous en citer quelques-uns. Donc, par exemple, tous les métiers de la soudure, tous les métiers du tuyautage, tous les métiers du ferraillage et de la précontrainte. C'est quoi un soudeur nucléaire? Qu'est-ce qu'il caractérise? Un soudeur nucléaire, c'est d'abord un très bon soudeur. C'est quelqu'un qui va être capable de faire de la soudure sur de la tuyauterie dans des conditions non nucléaires. Mais ensuite, une soudure nucléaire, ça a des caractéristiques particulières, ça doit être radiographié, ça doit être testé. Je pourrais donner la parole à Bernard, il vous en parlerait pendant 2 heures. C'est radiographié, c'est-à-dire qu'après, on fait une radio de la soudure Exactement, pour vérifier qu'elle est absolument parfaite. Donc en clair, une soudure nucléaire, c'est une soudure absolument parfaite, faite dans des conditions qui sont vérifiées de multiples fois. Et donc pour ça, il nous faut des soudeurs qui ont une qualification supplémentaire. Voilà. Mais ensuite, voilà, la capacité de fabriquer des tuyaux de très bonne qualité dans des matériaux qui vont durer très très longtemps, le fait de faire des ferraillages en précontrainte sur des grandes infrastructures en béton qui doivent également tenir très très longtemps, ça c'est pour tous les métiers de ferraillage. Du ferraillage sous contrainte. Donc dans une construction quelle qu'elle soit, vous avez des ferraillages à l'intérieur du béton pour tenir la résistance. Oui. Du bâtiment. Vous y rajoutez de la contrainte pour que le béton soit toujours en compression, pour éviter, parce que le béton, quand il s'étire, il a tendance à se craqueler. Voilà, donc après, ma science des matériaux va s'arrêter là, parce que je suis plutôt électricien, moi. Donc... C'est toujours plus que moi, vous voyez les. Hein.
Voilà, ensuite on a besoin de tous les métiers de l'électrotechnique, donc là je serai un peu plus à l'aise pour vous répondre. Par exemple ? Tout ce qui permet d'alimenter, de surveiller, de sauvegarder une installation électrique de toutes les tailles, d'assurer le raccordement de cette installation électrique au réseau, d'assurer que quels que soient les effets qui se passent entre la production et le réseau, cette installation soit stable, tout le contrôle-commande qui est associé à ces installations. Ensuite, vous avez tous les métiers du contrôle-commande, précisément, parce que c'est des objets complexes dont il faut assurer la sûreté en toutes circonstances, et donc le contrôle, la mesure et la vérification, etc. Il y en a 50 comme ça. Et chacun de ces métiers porte des savoir-faire qui sont extrêmement intéressants, dans lequel il y a plein d'apprentissage qui a été fait par les anciens qui sont encore en train de travailler, qui sont prêts à le transmettre aux jeunes qui arrivent. Les jeunes qui arrivent, en général, ont appris le métier de base, et puis ils ont appris le digital aussi. Donc ils peuvent apprendre le digital aux anciens, ça c'est pas mal. Je suis preneur des jeunes qui viennent enseigner le digital aux anciens, pendant que les anciens enseignent le métier fondamental aux jeunes. Donc ça, on le fait chez EDF au travers de l'apprentissage. On a des milliers d'apprentis de tout niveau, hein, ça va du bac pro jusqu'à l'ingénieur. L'apprentissage, c'est la meilleure façon de rentrer dans ce métier. C'est vrai au passage du nucléaire comme des autres métiers d'EDF, dans l'hydroélectricité ou dans le renouvelable, on fait pareil. Le message, simplement, c'est que dans tous ces métiers, on a besoin de jeunes, notamment de jeunes filles, qui rentrent à partir du collège avec l'intention de faire des métiers techniques. Ces métiers techniques sont porteurs d'avenir. On n'est pas obligé d'y rester toute sa vie, mais quand on commence par la technique, on comprend les fondamentaux de son métier, et ensuite, on peut évoluer dans l'entreprise si on veut faire autre chose que de la technique, mais on maîtrise les fondamentaux du métier, et ensuite, on peut les développer pendant toute une carrière sur des métiers techniques qui permettent d'avoir un vrai impact sur la décarbonation, sur le futur, tout en développant des très beaux projets. Vous recrutez beaucoup de femmes dans le nucléaire, tous les deux ? Pardon ? Vous recrutez beaucoup de femmes dans le nucléaire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de Oui. candidates ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recrutements ? Pas assez, mais oui, en fait, dans l'ensemble de la filière, il y a 20% de femmes, ce qui n'est pas suffisant. Au CEA, on est plus nombreuses parce qu'on n'a pas que la partie nucléaire, donc ce n'est pas complètement comparable. Mais on fait énormément de choses pour attirer les jeunes femmes. Comme l'a dit Luc Rémont, il faut commencer très tôt, dès la 5e, dès peut-être même avant, mais enfin, nous, on a des actions dès la 5e pour faire connaître nos métiers. Alors, ça ne s'applique pas seulement aux jeunes filles, hein, ça s'applique aussi aux jeunes garçons. Donc pour les attirer dans nos métiers et leur faire connaître le domaine du nucléaire avec cette idée du sens, justement, d'aller vers un avenir meilleur avec de l'énergie décarbonée. Pour les jeunes filles, on a aussi des campagnes très ciblées. Les sciences, c'est aussi pour les filles, pour les attirer vraiment dans les métiers scientifiques. Et je pense qu'on doit continuer dans cette voie en parlant de la finalité. Ne pas faire des sciences pour des sciences, mais pourquoi on fait les sciences et qu'est-ce que ça va amener, en particulier sur la recherche. Et comme l'a dit Luc Rémont, c'est pas parce qu'on rentre dans un métier, au CEA comme chez EDF, qu'on va le faire toute sa vie. Il y a des variétés énormes dans nos entreprises, de métiers très divers, de la gestion de projet, après on peut passer faire des RH, on peut faire des métiers à la fois très techniques et puis très scientifiques. Enfin, donc il y a vraiment une grande diversité. En rentrant dans nos entreprises, on peut aussi aller travailler chez nos prestataires ou faire des échanges entre nous. Enfin, c'est un domaine tellement varié avec tellement d'acteurs que voilà. Et puis on va embaucher 10 000 personnes par an avec les projets qui sont aujourd'hui prévus. Donc 10 000. 10 000 dans la filière nucléaire en général. Dans la filière nucléaire. Ouais. 10 000 par an, donc 100 000 en 10 ans. Et donc ça, c'est énorme. Et avec tous les profils tels que les a décrits Luc Rémont, donc voilà, on a un fort besoin et sans doute, il y a un travail à faire qui est fait par l'Université des métiers du nucléaire, qui est fait par chacune de nos entreprises, bien sûr, pour attirer des jeunes dans nos métiers. Mais voilà, il va falloir renforcer cette politique d'attractivité pour attirer 10 000 jeunes. Ou pas que des jeunes d'ailleurs, mais 10 000 personnes dans la filière. Alors, on vit une période géopolitique extrêmement tendue, c'est d'ailleurs une des raisons de la relance du nucléaire.
pour des raisons d'indépendance énergétique. Mais est-ce que vous, c'est un sujet pour le recrutement? Est-ce qu'en gros, sans vous demander si vous trouvez parmi vos candidats des agents du FSB, mais est-ce que c'est une préoccupation de la sécurité des gens que vous allez embaucher dans le secteur nucléaire? C'est quand même un sujet, non? Alors, en fait, c'est indépendant de ce qui va se passer dans le futur. Dès maintenant, en fait, on fait du criblage sur tous les personnes, enfin, au CEA, je ne sais pas si c'est le cas chez EDF, de tous les personnels qui vont venir travailler chez nous, et donc avec des enquêtes qui sont faites pour être sûr, justement, que à la fois sur un aspect, alors il y a aussi l'aspect malveillance, Oui, voilà, oui. mais aussi sur l'aspect propriété intellectuelle, hein, et donc on regarde ça avec beaucoup d'attention depuis longtemps. Voilà. Oui, mais chez vous, c'est particulier parce qu'il y a aussi une direction militaire. Alors oui, mais alors là, c'est encore plus... le criblage est beaucoup plus sévère sur la partie application militaire. Mais sur la partie civile, nucléaire civile en particulier, il y a aussi ce criblage sur la partie à la fois possible malveillance et sur la partie propriété intellectuelle. Le Crémont, vous vivez écoutez, même chose, évidemment, on fait attention à qui on recrute, puis ensuite on essaye de faire en sorte qu'on puisse développer nos salariés pour qu'ils se sentent bien dans leur métier, pour éviter d'être vulnérables à n'importe quel type d'approche. Évidemment, on ne confie pas un avion à n'importe qui, on ne confie pas une centrale nucléaire à n'importe qui. Donc, pour être pilote d'avion, il faut passer un certain nombre de brevets, de vérifications, etc. Pour être pilote de centrale nucléaire, c'est pareil. Voilà. Donc, tous les postes n'ont pas la même sensibilité. Quand les postes sont sensibles, ils font l'objet de qualifications et de vérifications particulières. Mais ça nous permet de continuer de recruter et de développer nos salariés en comptant sur... la mobilisation des jeunes qui rentrent chez nous. On a une démographie assez jeune, en fait, dans le parc nucléaire français, ce qui est une vraie chance. Mais on a besoin de davantage de jeunes. Donc, on a des campus de formation. On en a un ici en région Île-de-France sur nos métiers, qui est d'ailleurs piloté par l'Université Paris-Saclay. Donc, nous continuons d'attirer les jeunes par ce biais. Ça emploie combien de personnes, les centrales nucléaires ? Ça dépend des centrales nucléaires, parce ça dépend du nombre de tranches qu'il y a sur une centrale. Donc, ouais. La plus importante, qu'on surnomme la géante, qui est à Gravelines, qui a 6 tranches nucléaires, est autour de 2800 personnes. Et puis une centrale qui aura 2 tranches sera autour d'1 millier de personnes à peu près. D'accord. Alors, j'ai envie d'aborder une question qui est parfois fait un peu polémique, mais je trouve ça passionnant, que je trouve absolument passionnant, c'est la question des réacteurs de 4e génération. Alors, on a connu en France l'abandon des surgénérateurs, hein, Phénix et Super Phénix, ou réacteurs, vous m'arrêtez si je me trompe, à neutrons rapides. Sachant que je ne connais pas de réacteur à neutrons lents, vous me direz si ça existe. Et qui permet de faire ce qu'on dit fermer le cycle du nucléaire, c'est-à-dire de brûler des déchets. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est si difficile à gérer en France ? Parce que je crois que les Américains font des recherches là-dessus, les Russes aussi. Et il y a une espèce de sensibilité particulière aux réacteurs à neutrons rapides. Pourquoi ? Alors, pas vraiment. Nous, parce que certes, Super Phénix a été arrêté de façon prématurée, et c'est vrai que... Alors qu'il marchait très bien. Oui. Alors, donc, ça a été un traumatisme pour la filière. Mais bon, c'était en 97, donc bon. Le réacteur Phénix, il a très bien fonctionné, hein, jusqu'en 2009. Il a fonctionné des années 70, je crois, jusqu'à 2009. Il a très bien fonctionné. Il était d'ailleurs, on était en collaboration avec EDF. Il était électrogène, donc et on a pu donc. C'est-à-dire qu'il produisait de l'électricité. Oui, pardon. Et on a pu nous, en tant que CEA. Il était branché, quoi. Oui, voilà. Il était branché. Il faut me parler simplement, moi, vous savez. Et nous, au CEA, on a profité de cet outil, qui était à la fois un outil industriel, mais un outil de recherche, pour tester des combustibles, des matériaux, tester le fonctionnement d'un réacteur rapide. Donc, on a beaucoup d'éléments grâce au réacteur Phénix. Donc, il a été arrêté en 2009 parce qu'il avait atteint la limite d'âge et qu'à l'époque, on n'avait pas prolongé comme on va le faire avec les réacteurs de puissance. Donc voilà, la filière neutrons rapides à sodium, elle est très bien connue en France. Parce qu'avant Phénix, on avait Rhapsody, qui était un plus petit réacteur, et qui était Cadarache, qui était aussi un réacteur à neutrons rapides sodium. Donc, je pense que ce qui nous
pénalise aujourd'hui, c'est de vouloir opposer la génération 3 et la génération 4. La génération 3 ou 3+, enfin la génération actuelle. C'est-à-dire la génération actuelle et EPR, voilà, disons EPR, une version EPR2, améliorée. Voilà. Et la génération 4. Il n'y a pas d'opposition, il y a de la place pour tout le monde, enfin à la fois sur les sites, mais pas seulement, à la fois aussi dans l'esprit. Nous, au CEA, on a continué à travailler sur la génération 4. Vous avez parlé je ne sais pas si vous avez parlé on avait un projet Astrid. Voilà. Il n'a pas été arrêté. On a décidé, fort judicieusement, de ne pas le construire à ce moment-là. On n'a pas arrêté la recherche, vous voyez, sur les réacteurs rapides. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la plupart des AMR, ce que je disais tout à l'heure, les réacteurs modulaires avancés, sont de génération 4. Presque tous, pas tout à fait tous, hein, mais voilà, une partie. Et beaucoup d'entre eux sont à caloporteur sodium. Donc voilà, on est vraiment dans la continuité de tout ce qu'on a fait depuis toujours. Donc le caloporteur sodium, c'est clair pour tout le monde ou pas? Alors si c'est pas clair, est-ce que vous pouvez juste en dire un demi-mot? En fait, c'est le fluide qui permet l'échange de chaleur à l'intérieur du réacteur. Et c'est du sodium. Et c'est le plus connu, puis enfin c'est le plus mature en France parce que justement on a eu à la fois Rhapsody, puis Phoenix, puis Super Phoenix qu'on n'a pas utilisé suffisamment. Et donc c'est la technologie en France qui est la plus connue parce qu'on a travaillé dessus depuis le plus longtemps. Le Crémant là-dessus. Alors, je pense que Laurence a bien expliqué déjà, notamment le caloporteur. Je ne vais pas m'aventurer sur le caloporteur, mais juste dire un mot de la 4e génération. Ce qu'on appelle la 4e génération, ce sont les types de procédés nucléaires qui permettent ce qu'on appelle la fermeture du cycle du combustible, donc de pouvoir sortir après utilisation du combustible, un combustible qu'on peut réutiliser, et donc de ne pas engendrer davantage de déchets nucléaires. Donc c'est intéressant et c'est important, évidemment. Et c'est pour ça qu'on est tous très intéressés à la poursuite des travaux et de la recherche sur ces réacteurs de 4e génération. Pour simplement passer à l'étape industrielle de ces réacteurs de 4e génération, il faudra qu'on passe d'abord des étapes qui permettent de valider leur performance électrique. Et pour l'instant, effectivement, ce sont restés des réacteurs de recherche dont les principes techniques sont maîtrisés, mais pas encore la capacité de les emmener à l'échelle industrielle pour répondre aux gigawatts ou aux dizaines de gigawatts dont nous avons besoin quand on passe à un réacteur industriel. C'est ce qui fait qu'on n'est pas encore prêt pour cette 4e génération à franchir ce cap. La formidable nouvelle, c'est qu'il y a plein d'initiatives et plein de recherches aujourd'hui dans le nucléaire en général, que ce soit sur la 3e ou la 4e génération. Et donc c'est là qu'on voit apparaître les fameux SMR et AMR. Donc les SMR, c'est les petits réacteurs modulaires qui sont en général de la technologie actuelle, dont le fluide caloporteur est de l'eau, voilà, puisqu'un réacteur nucléaire, c'est une chaudière finalement, hein. Pardon d'utiliser un terme trivial, mais c'est une grosse chaudière. Il faut un fluide pour transporter la chaleur dans la chaudière. Dans la technologie actuelle, c'est de l'eau. Dans la 4e génération, pour les neutrons rapides, il faut un fluide caloporteur qui soit différent de l'eau. Donc c'est soit du plomb, soit du sodium. Et puis il y a plein de technologies. La formidable nouvelle, c'est qu'il y a plein de projets qui émergent maintenant pour aller explorer ces AMR, donc les Advanced Modular Reactors, pour essayer de faire émerger un, voire plusieurs de ces réacteurs que nous regarderons évidemment avec beaucoup d'intérêt pour savoir si on peut en faire ensuite une série industrielle. Donc c'est un peu la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en tout cas, nous, chez EDF, nous y participons à notre modeste mesure. Nous, on est plutôt l'industriel qui va ensuite faire des réacteurs destinés à la production électrique. Mais notre R&D y participe volontiers et nous regardons tous ces projets avec énormément d'intérêt. Alors juste avant de passer aux questions du public, j'ai une toute petite question pour vous deux. Traditionnellement, en France en tout cas, on associe le nucléaire à l'État. Il y a compris des gens qui ont pensé, d'autres entreprises en France qui se lançaient dans le nucléaire. Ils ont dit mais non, on est entreprise privée, c'est très compliqué. Mais finalement, il y a des start-up dans le nucléaire. C'est étonnant parce que pour nous, dans notre culture à nous, le nucléaire, c'est rassurant que ce soit l'État. Ou des entreprises qui appartiennent à l'État, ou des entreprises publiques, ou des institutions qui sont très contrôlées. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la start-up nucléaire? Parce que ça existe. Les AMR, c'est souvent des start-up. Comment est-ce que vous voyez ce rapport au privé et à l'initiative privée dans le nucléaire? Alors, pour l'instant, on est au niveau du concept. Aujourd'hui,
je ne suis pas sûre que l'ensemble des startups qui sont en train d'être sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet soient toutes retenues, mais bon, ce n'est pas le sujet. C'est que, en fait, je ne suis pas sûre qu'elles aient pensé à la façon dont allaient être exploités les réacteurs. Peut-être certaines y ont pensé, mais donc aujourd'hui, il n'est pas forcément obligatoire que l'exploitant de ce réacteur futur soit forcément une entreprise privée. Le constructeur peut l'être. Comment ? Le concepteur ou le constructeur peut l'être, mais pas forcément l'exploitant. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils sont allés aussi loin dans la... Enfin, si toutes ces startups ont été aussi loin dans la réflexion. Bon, après, je pense que ça dépend des pays, hein, mais ce qui est clair, c'est que la sûreté nucléaire, ça, c'est une prérogative d'État. Et souvent, d'ailleurs, d'autorités indépendantes au sein de l'État, que ce soit en France ou ailleurs, pour pouvoir garantir, quel que soit celui qui exploite ou celui qui construit, il sera toujours soumis à une autorité qui surveillera, heureusement, la sûreté nucléaire et qui est totalement indépendante. Ensuite, le développement de projets et l'exploitation nucléaire, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays comme la France où l'exploitant nucléaire de production électrique est une société détenue à 100% par l'État, celle que je dirige. Vous avez des pays dans lesquels ce sont des sociétés privées. Les États-Unis, oui. Ce qui est assez clair, je pense, c'est que lorsqu'on parle de développement et d'opération de grands projets nucléaires, on parle aussi de masse financière qui sont très, très, très significatives et sur un horizon de temps long. Et ces masses financières très significatives sur un horizon de temps long sont quand même assez peu compatibles d'une structure de capital très volatile. Donc, c'est pour ça que, vu d'EDF, par exemple, avoir l'État comme seul actionnaire, c'est une façon aussi d'assurer une vision de long terme et une forme de stabilité qui est compatible avec finalement notre monde, notre modèle économique, qui doit viser pas juste les 5 ans qui viennent, mais plutôt les 2 décennies, voire les 3 décennies qui viennent. Et avoir une vision de notre équilibre économique et financier qui soit portée à cet horizon-là. Et ça, c'est quand même davantage compatible d'actionnaires de très très long terme, et les États répondent à cette catégorie. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'États font ce choix, dont le nôtre. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer aux questions du public. J'en vois là, des déjà. Questions pour Laurence Piketty et Luc Rémond, nos hôtes et nos hôtesses. Il y a des gens qui lèvent 2 mains. Vous avez raison, ça donne plus de chance. Merci de vous lever pour poser votre question de manière à ce qu'on puisse bien vous identifier. Il nous reste 7 minutes, questions courtes, réponses courtes. Absolument. Alors, petit problème de micro. Allez-y, monsieur. Allez-y. Bonjour Madame Piketty, bonjour Monsieur Rémond. Merci pour votre intervention. Alors je dois d'abord faire un mea culpa. Je suis de l'INSTN du génie atomique et j'ai loupé un cours de fonctionnement normal pour venir vous voir. Mais je n'ai pas de regrets. Je suis venu vous poser cette question en lien avec la formation des jeunes. Moi, je viens de Centrale Nantes, donc c'est pas une école aussi haut classée que certaines autres qui peuvent être autour de nous aujourd'hui. C'est vachement bien. Mais elle est première dans un classement. C'est le classement des des écoles tournées vers la transition énergétique. Alors, ce que je regrette, c'est que moi, quand j'étais au sein de l'école centrale, le nucléaire avait une position très, très, très derrière ce qu'on pouvait dire des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques notamment. Ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, l'écologie récente a fait une avancée, on est tourné vers le nucléaire. Et dans cette école-là, et je pense que ce n'est pas la seule, le nucléaire est encore en berne, malheureusement, aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vraiment une volonté de réintégrer les écoles d'ingénieurs et remettre dans l'esprit des jeunes et des jeunes ingénieurs toute sa place au nucléaire? Allez-y. Alors, d'abord, je voudrais dire que quand on prend de l'âge, on relativise beaucoup les questions de classement d'école d'ingénieurs, donc je vous invite à le faire. Ensuite, effectivement, j'observe qu'il y a eu une forme de désaffection du nucléaire également dans les filières scientifiques, ingénieurs et même parfois formation universitaire. Je le regrette profondément et c'est pour ça que toute la filière nucléaire a mobilisé cette université des métiers qui travaille maintenant avec toutes les écoles d'ingénieurs pour identifier tous nos besoins, exactement les types de formation dont nous avons besoin, et puis flécher vers les métiers.
Donc je sais que ça avance, parce que je fais des écoles d'ingénieurs assez souvent, dans toutes les régions, donc je vois que ça commence à reprendre, mais j'ai vu effectivement qu'un certain nombre d'écoles, dont la vôtre, qui, aux temps anciens où moi j'étais étudiant, étaient marquées comme faisant partie du génie atomique, etc., enfin des sources du génie atomique, s'étaient laissées un peu embarquer loin des sciences associées à l'atome. Bon, je pense qu'elles y reviennent toutes maintenant, et c'est tout à fait souhaitable. Et en tout cas, je compte sur le bouche à oreille qui vient par les anciens élèves pour dire n'oubliez pas cette filière qui est essentielle. Et juste pour compléter, en fait, dans le cadre de l'UMN, il y a un module qui s'appelle Passeport nucléaire, qui est aujourd'hui fait dans les bac pro et bac plus 2-3, et qui va être développé à partir de l'année prochaine dans les écoles d'ingénieurs. Donc voilà, peut-être pas toutes, mais en tout cas, on a bien pris conscience du manque qu'il y avait dans les écoles d'aujourd'hui, qui n'étaient pas spécialisées dans le nucléaire, de cette connaissance, de cette connaissance de notre domaine. Merci à tous les deux. D'autres questions pour nos invités ? Monsieur, on vous écoute. Bonjour, François Mollo, EDF R&D. Question pour Laurence Piketty. Par rapport à toutes les multiples structures du CEA, vous avez aussi beaucoup de structures qui soutiennent les startups. Et donc, au regard de ce que vous mentionnez sur la dynamique dans les réacteurs, les AMR, dans tout ce réacteur-là, est-ce que vous jouez sur les deux filières, j'allais dire la filière centrale de recherche du CEA, et en même temps, est-ce que vous impulsez aussi des actions au niveau des startups vous-même, en profitant de ces structures ? Alors, en fait, vous avez raison de poser cette question, et la réponse va être un peu complexe. En fait, on développe nos propres concepts, nos propres recherches sur des réacteurs, des SMR ou des AMR au sein de notre institution, au sein du CEA. On a aussi essaimé des startups qui sont maintenant indépendantes du CEA, mais à partir de concepts et de salariés qui appartenaient au CEA. Donc parmi les startups qui candidatent, il y en a certaines, 3, qui sont essaimées du CEA. Après, dans les autres startups, il y a beaucoup d'anciens du CEA. Enfin, pas que du CEA, mais voilà. Donc quelque part, notre rôle à nous, en tant qu'organisme de recherche, dans le cadre de la sélection, de l'accompagnement, plus que de la sélection d'ailleurs, parce que nous, on n'agit pas dans la sélection, hein. On accompagne les startups et on offrira nos plateformes à l'ensemble des startups qui seront retenues, sans distinction en fait d'appartenance initiale. Merci, il nous reste 2 petites minutes, le temps de prendre une dernière question. Ah, on a un monsieur au premier rang. Monsieur, on vous écoute. Oui, Sébastien, donc simple ingénieur. J'avais 2 questions, mais très rapides. Quand vous dites recruter 10 000 jeunes dans la filière, peut-être n'ai-je pas été assez attentif, mais c'est sur combien d'années ? Et aujourd'hui, combien on recrute en fait ? Quel pourcentage ça représente par rapport à aujourd'hui ? Et combien de jeunes on recrute par an, par exemple ? Et la deuxième question, c'est plus pour Madame Piketty. Je n'ai pas tout à fait compris les raisons pour lesquelles Astrid n'a pas été abandonné. Vous disiez qu'on ne voulait pas le construire maintenant. Je n'ai pas compris en fait exactement quelles étaient les raisons, parce que moi j'ai cru comprendre qu'il était abandonné et que vu l'importance du projet, je pose la question par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Sur le nombre de jeunes en formation. Oui, d'abord. C'est 3 000, non 3 000. Ah oui, 10 000 par an dans le futur, oui. Oui. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 000, non ? Voilà. Donc, on va passer de 3 000 recrutements dans la filière à 10 000. Et sur Astrid, ce que j'ai dit... Par an. Ce que j'ai dit sur Astrid, j'ai dit qu'on avait continué à travailler sur les réacteurs de génération 4, ce qui n'avait pas été décidé. Donc c'est autour de 2018, je crois, 18 peut-être, 19. Enfin bref, c'est de ne pas construire un démonstrateur parce qu'on avait estimé qu'on avait suffisamment à la fois de compétences au CEA, suffisamment aussi de retour d'expérience. Je rappelle quand même que les expériences qu'on a menées dans Phoenix, elles ne sont pas encore complètement exploitées. Parce qu'il y a tellement de données, en fait, qu'on a encore du travail à faire sur ce réacteur qui était un réacteur de génération 4. Et comme l'a dit Luc Rémond tout à l'heure,
ça ne nous empêchera pas de développer une filière industrielle quand on sera prêt à le faire en France. Parce qu'on a toutes les compétences. Et d'ailleurs, je le répète, hein, les AMR, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, donc les petits réacteurs modulaires avancés, sont beaucoup de la filière de génération 4 au sodium. Donc vous voyez qu'on n'a rien perdu de nos compétences dans ce domaine-là. Merci beaucoup, merci Laurence Piketty, merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut les Merci beaucoup applaudir. Étienne Gernel. À Et tout de vive- suite pour la suite du Paris-Saclay Summit.